Il s'est garé dans mon allée et a attendu ma femme comme si je n'existais pas. Elle est passée devant moi, lui a pris la main et m'a dit de rentrer. Je ne suis pas rentré. C'est à ce moment-là que j'ai craqué et que tout a changé. Mon nom est Conrad Ellison. J'ai 47 ans. Je suis chef des pompiers du comté de Hardrove et j'ai passé 16 ans marié à une femme qui utilisait l'absence de notre fils comme calendrier pour son aventure. Je ne savais rien de tout cela la nuit où tout a éclaté. Ce vendredi d'octobre, je suis rentré d'un service de 12 heures, sentant la fumée et les papiers. J'avais faim. J'étais fatigué. La dernière chose à laquelle je m'attendais en arrivant dans l'allée était de trouver une Audi noire garée à moitié sur ma pelouse comme si elle y avait sa place. Je ne reconnaissais pas la voiture. Je suis resté un instant dans mon camion, moteur au ralenti, essayant de la situer. Puis la porte d'entrée s'est ouverte et Colette est sortie. Elle portait une robe que je n'avais jamais vue auparavant. Bordeaux foncé, ajusté. Ses cheveux étaient coiffés. Son maquillage était parfait et elle se déplaçait avec une énergie que je n'avais pas vue diriger vers moi depuis des années. Elle ne m'a pas remarqué tout de suite. Elle regardait vers l'Audi, souriante, déjà ailleurs dans son esprit. Je suis sorti du camion. Elle s'est arrêtée quand elle m'a vu. Un éclair de quelque chose a traversé son visage. Pas de la culpabilité, pas tout à fait, plutôt de l'irritation. « Conrad, dit-elle, tu es rentré tôt. » « Il est 18h30, répondis-je. La même heure à laquelle je rentre toujours. La porte conducteur de l'Audi s'est ouverte et un homme en est sorti. Quarantaine, bel homme d'une manière soignée, habillé comme s'il venait de déguster du vin. Il se tenait au bord de mon allée, les mains dans les poches de sa veste, comme s'il était chez lui. Il n'a pas bronché en me voyant. Il a juste attendu. « Qui est-ce » ai-je demandé, bien qu'une partie de moi sut déjà que la réponse ne me plairait pas. « Il s'appelle Spencer » dit Colette. Comme si cela répondait à quoi que ce soit. Je me suis dirigé lentement vers lui, sans courir, sans crier, juste en marchant comme je le fais quand je vérifie un bâtiment dont je sais déjà qu'il est compromis. « Vous devez partir » lui ai-je dit. Calme, direct. Spencer a jeté un coup d'œil à Colette. Pas à moi. À elle, comme si j'étais un inconvénient mineur qu'il attendait qu'elle gère. Cela m'a tout dit. Conrad, arrête. Colette s'est interposée entre nous, ce à quoi je ne m'attendais pas. Elle est passée juste devant moi, s'est dirigée droit vers Spencer et lui a pris la main. Pas une chose subtile, pas un accident. Elle a entrelacé ses doigts avec les siens et s'est tournée vers moi avec une expression que je n'avais jamais vue sur elle auparavant. Calme, presque défiante. Rentre à l'intérieur, a-t-elle dit. 3 mots. Rentre à l'intérieur. Comme si j'étais un enfant qu'on envoyait dans sa chambre. Comme si c'était son allée, sa maison, ses règles. Et j'étais un invité qui avait dépassé la durée de son séjour. Quelque chose a changé en moi à ce moment-là. Pas de la rage. J'ai été confronté à suffisamment de vraies urgences pour savoir que la rage est inutile. Ce qui a changé, c'est la clarté. Le brouillard dans lequel j'avais vécu ces 2 dernières années. La distance, les excuses, les nuits tardives qu'elle disait être du travail. Tout s'est dissipé en environ 4 secondes. Je ne suis pas rentré. J'ai regardé Spencer. Puis j'ai regardé Colette. Puis j'ai sorti mon téléphone, ouvert mes contacts et appelé mon avocat, Dal Whitmore, là, dans l'allée, pendant qu'elle regardait. Ça a sonné 2 fois. Dal, ai-je dit quand il a décroché. C'est Conrad. J'ai besoin de vous voir dès lundi. C'est le moment. L'expression de Colette a changé. Alors, la défiance a glissé un peu. J'ai mis fin à l'appel, suis passé devant les deux et suis entré chez moi. J'ai verrouillé la porte derrière moi. Puis je me suis assis à la table de la cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à consulter nos comptes bancaires conjoints parce que j'étais un chef des pompiers et que mon travail consistait à trouver ce qui allait mal avant que cela ne devienne un désastre. J'en avais marre d'arriver en retard sur les lieux. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas vraiment. Je suis resté assis à la table de la cuisine jusqu'après minuit, mon ordinateur portable ouvert et un bloc-notes à côté de moi, parcourant tous les comptes conjoints que nous avions. Compte courant, épargne, ligne de crédit hypothécaire. Je ne suis pas un enquêteur financier, mais je suis méthodique. C'est ce qui me rend bon dans mon travail.
Il faut tout documenter. Il faut suivre les preuves, et ne pas laisser ce que l'on veut être vrai gêner ce qu'il est réellement. Ce qu'il était réellement s'est avéré laid. Au cours des 14 derniers mois, Colette avait effectué des virements réguliers de notre compte d'épargne conjoint. Des montants entre 6 cents et 1400 $, toujours espacés de 3 à 4 semaines, jamais des chiffres ronds, ce qui était intelligent. Les chiffres ronds attirent l'œil. Ce sont le genre de chiffres qui ressemblent à des courses, à l'entretien d'une voiture ou à une centaine d'autres choses pour lesquelles une femme pourrait dépenser de l'argent sans que son mari ne pose de questions. Le total, après avoir additionné 2 fois pour être sûr, s'élevait à un peu plus de 19 000 $. J'ai regardé ce chiffre pendant longtemps. Elle n'était allée nulle part avec. Du moins, nulle part où je pouvais le voir. Aucun gros achat n'apparaissait. Aucun frais d'hôtel, aucun bijou, aucun billet d'avion, ce qui signifiait qu'il allait probablement quelque part en espèces ou quelque part avec un nom que je ne reconnaîtrais pas. J'ai noté chaque date de transaction, chaque montant, et je l'ai mis de côté. Puis j'ai ouvert un nouvel onglet de navigateur et j'ai trouvé la messagerie vocale de Dal Whitmore après les heures de bureau. Je lui ai laissé un message expliquant les bases, séparation, finances, garde, et lui ai demandé de me rappeler dès lundi matin. Puis j'ai fait ce que je repoussais. J'ai appelé l'Académie Ridgemont. Il était tard, alors j'ai laissé un message à l'administrateur de l'école, un homme nommé Paul Greer avec qui j'avais parlé peut-être 3 fois au total depuis l'inscription de Caden. Je lui ai demandé de me rappeler. J'ai dit que c'était au sujet de l'emploi du temps de mon fils pour le week-end. Il a rappelé le lendemain matin à 8h15. La conversation a commencé assez poliment. Paul Greer était un homme prudent, le genre qui choisit ses mots comme s'il désamorçait quelque chose. Mais quand je lui ai demandé directement à quelle fréquence Caden avait été récupéré le week-end au cours de la dernière année scolaire, la pause avant qu'il ne réponde a duré juste un battement de trop. Monsieur Ellison, a-t-il dit avec prudence. Caden est un excellent élève. Il s'est adapté. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, lui ai-je dit. Une autre pause, puis doucement, votre fils est resté sur le campus la plupart des week-ends cette année. Il y a eu plusieurs occasions où il a demandé à rentrer à la maison. Et nous avons contacté Madame Ellison. Elle a indiqué qu'il y avait des circonstances familiales qui rendaient la récupération difficile. J'ai gardé ma voix stable. Combien de week-ends? Depuis septembre, j'estime 11 ou 12. 11 ou 12 week-ends. Mon fils de 14 ans était resté dans une chambre de dortoir pendant que sa mère disait à l'école qu'elle était trop occupée pour le chercher. Et je ne le savais pas parce que je supposais qu'elle s'en occupait. Je supposais qu'elle était sa mère. J'ai remercié Paul Greer, j'ai raccroché et je suis resté tranquillement dans mon camion dans l'allée pendant environ 10 minutes. Puis je suis allé à Ridgemont, non pas pour retirer Caden. Pas encore, pas sans plan, mais parce que j'avais besoin de voir mon fils. Je me suis inscrit au bureau d'accueil, et ils ont envoyé quelqu'un le chercher à son étude du samedi. J'ai attendu dans une petite salle de réunion avec une table ronde et 4 chaises et une fenêtre qui donnait sur un terrain de football. Caden est entré et s'est arrêté quand il m'a vu. Il était plus grand que dans mes souvenirs. Les enfants font ça quand on ne les regarde pas d'assez près. Il avait une coupe de cheveux que je ne reconnaissais pas. Il avait l'air plus vieux que 14 ans et cela m'a frappé quelque part où je n'étais pas préparé. Papa, il avait l'air confus. Puis quelque chose d'autre a traversé son visage. Du soulagement, peut-être. Le genre que les enfants essaient de cacher parce qu'ils ne veulent pas avoir l'air d'en avoir besoin. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te voir, ai-je dit. Assieds-toi. Il s'est assis. Je n'ai pas abordé de sujet lourd. C'était un enfant et ce qui se passait entre Colette et moi n'était pas son fardeau. Nous avons parlé pendant près d'1 heure de l'école, de ses amis du dortoir, d'un projet d'histoire sur lequel il travaillait, des choses normales. Mais ensuite, vers la fin, il est resté silencieux un instant. Il regardait la table. Puis il a dit sans lever les yeux, « Maman n'est pas venue depuis un moment. » Je sais, ai-je dit. Je n'arrêtais pas de penser qu'elle était juste occupée. Il a haussé les épaules. La façon dont les adolescents agissent lorsqu'ils essaient de faire comme si quelque chose n'avait pas d'importance alors que c'est clairement le cas. Je ne voulais pas appeler et en faire tout un plat. J'ai tendu la main sur la table et posé ma main sur son épaule. Ce n'est pas de ta faute, lui ai-je dit, rien de tout cela. Il a hoché la tête. N'a rien dit de plus à ce sujet.
Quand je suis parti, je me suis assis dans mon camion sur le parking de l'école et j'ai sorti l'iPad de Colette. Elle l'avait lié à notre compte familial partagé il y a des années, à l'époque où nous faisions encore des choses comme ça. Je n'avais jamais regardé ces messages. Je n'en avais pas ressenti le besoin. Je le ressentais maintenant. Il m'a fallu environ 4 minutes pour trouver ce que je cherchais. Un fil de discussion avec un contact enregistré simplement sous le nom de Sarah Spencer Rowe. Je suppose que les messages remontaient à près de 2 ans. J'ai survolé la plupart d'entre eux, mais vers le début du fil, un échange m'a glacé le sang. Son message datait de la même semaine où elle avait parlé pour la première fois de l'Académie Ridgemont. Une fois qu'il sera installé, nous aurons enfin du temps réel ensemble, pas seulement des heures volées. Sa réponse, j'ai hâte. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai photographié chaque page de ce fil, j'ai fermé l'application et j'ai posé l'iPad face contre terre sur le siège passager. Elle n'avait pas mis Kaden dans cette école pour son avenir. Elle l'avait mis là pour sa commodité. Je suis rentré lentement, en pensant à ce qui allait suivre, pas à ce que je ressentais. J'aurai le temps de ressentir des choses plus tard. Pour l'instant, j'avais besoin de réfléchir. J'avais besoin d'être le gars qui lit la scène avant que la scène ne le lise. Lundi matin, j'étais assis dans le bureau de Dal Whitmore quand il a ouvert à 8 heures. Dal Whitmore pratiquait le droit de la famille dans le comté de Hardrow depuis 31 ans. C'était le genre d'avocat qui ne vous faisait pas perdre votre temps avec la sympathie. Il écoutait, il organisait et il vous disait exactement où vous en étiez. Je lui avais recommandé 2 collègues au fil des ans lorsque leur mariage s'était effondré. Je n'aurais jamais pensé me retrouver en face de lui moi-même. J'ai tout exposé dans l'ordre, la confrontation dans l'allée, les relevés bancaires, le compte rendu de l'administrateur scolaire concernant les week-ends manqués de cadence, les messages que j'avais photographiés sur l'iPad de Colette. Dal a pris des notes sans m'interrompre, ce qui était l'une des choses que j'appréciais chez lui. Quand j'ai eu fini, il a posé son stylo et a croisé les mains sur le bureau. Les virements financiers sont significatifs, a-t-il dit. 14 mois, un schéma cohérent, pas de dépenses correspondantes. Cela sera pertinent dans la discussion sur la division des actifs. Les dossiers scolaires sont potentiellement encore plus précieux pour la garde. C'est là que je veux me concentrer, lui ai-je dit. Cadence reste avec moi. Dal a hoché la tête lentement. Nous aurons besoin de la documentation de l'école. Je la demanderai officiellement cette semaine. En attendant, ne quittez pas la maison. Ne faites aucun grand mouvement financier. Et ne l'affrontez pas à propos de l'iPad. Laissez-la croire que vous ne l'avez pas. Je lui ai dit que j'avais compris. Puis je suis parti directement de son bureau pour l'Académie Ridgemont. Je n'avais pas prévenu cette fois-ci. Je me suis garé sur le parking des visiteurs, je suis entré au bureau d'accueil, j'ai signé le registre et je leur ai demandé de faire sortir Kaden de son cours du matin. Paul Greer lui-même est venu me rencontrer dans le couloir. J'ai eu l'impression que Doris l'avait déjà informé de mon appel du week-end. Monsieur Ellison, a-t-il dit en me tendant la main. Je m'attendais à ce que vous veniez. J'apprécie votre honnêteté au téléphone, lui ai-je dit. J'aimerais ramener mon fils à la maison pour quelques jours, si c'est permis. Bien sûr, il peut emporter ses devoirs avec lui. Ses professeurs peuvent lui envoyer les devoirs par courriel. Ils ont fait descendre Kaden 10 minutes plus tard. Il avait son sac à dos à moitié fait et une expression à la fois perplexe et pleine d'espoir sur son visage. Le regard d'un enfant qui ne voulait pas s'enthousiasmer pour quelque chose au cas où cela ne se concrétiserait pas. Tu me ramènes à la maison, a-t-il demandé. Oui, ai-je dit. Viens. Nous n'avons pas beaucoup parlé pendant le trajet. J'avais la radio à faible volume, l'une de ces stations de rock classique qui passe les 40 mêmes chansons en rotation. Et Cadence regardait les arbres défiler par la fenêtre passager. Environ 40 minutes plus tard, il a dit sans tourner la tête, « Papa, j'ai quelque chose à te dire. » Vas-y, il est resté silencieux quelques secondes de plus. Puis, au printemps dernier, quand tu étais sur ce chantier à Milberg pendant 3 semaines, maman avait quelqu'un à la maison. Plusieurs fois, j'ai vu sa voiture. Elle m'a dit que c'était un entrepreneur, quelque chose à propos de la terrasse arrière. J'ai gardé les yeux sur la route. Tu l'as cru? Un temps. Non. Pourquoi n'as-tu rien dit? Il s'est tourné pour me regarder alors, parce que je pensais que si je te le disais, vous vous battriez et puis l'un de vous partirait et alors. Il s'est arrêté,
à regarder par la fenêtre. Je ne voulais pas être la raison. J'ai tiré sur le bas-côté pour arrêter le camion. Moteur allumé, feu de détresse éteint sur le bord d'une route de campagne du comté de Toin avec des arbres des deux côtés. Je me suis tourné vers lui. Kaden, regarde-moi. Il l'a fait. Rien de tout cela n'est de ta faute. Pas une seule partie. Tu m'entends? Il a hoché la tête. Sa mâchoire était serrée, comme les adolescents la tiennent quand ils essaient de ne rien montrer. Et tu n'es jamais, jamais, la raison pour laquelle les adultes font les choix qu'ils font. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il a hoché de nouveau la tête, plus lentement cette fois. Puis il a dit doucement, Papa, elle nous aimait ou elle attendait juste quelque chose de mieux? Cette question s'est posée dans l'habitacle de ce camion comme une pierre. Je n'avais pas de réponse facile et je n'allais pas l'insulter avec une. Je pense qu'elle nous aimait au début, ai-je dit finalement, et puis elle s'est perdue en chemin. C'est de sa faute, pas de la tienne. Il n'a rien dit après ça. Mais quand je suis reparti sur la route, il a tendu le bras et a monté un peu le son de la radio. C'était suffisant. De retour à la maison, Colette était partie. Sa voiture n'était pas dans l'allée, ce qui me convenait. J'ai installé Cadence dans sa chambre, commandé une pizza pour le dîner et passé la soirée à regarder de vieux films d'action avec mon fils sur le canapé. Des choses normales, des choses que j'aurais dû avoir plus souvent. Après qu'il soit allé se coucher, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai appelé Kurt Dorsey. Kurt était mon ami le plus proche depuis que nous étions tous les deux des recrues au service d'incendie du comté, à l'époque où aucun de nous ne savait ce que nous faisions. Il avait pris sa retraite il y a 2 ans. Mauvais genou, il avait déménagé dans un endroit au bord du lac Kellerman. Il a répondu au 3e coup de fil et j'entendais la télévision en arrière-plan. « Tu as l'air d'avoir le feu au derrière », a-t-il dit, d'une certaine manière, lui ai-je dit. Je lui ai donné la version courte. Il a écouté sans m'interrompre, ce qui n'était pas typique de Kurt. C'était généralement un bavard. Quand j'ai eu fini, il a dit, « Conrad, je vais dire quelque chose et j'ai besoin que tu l'entendes clairement. Vas-y. » J'ai vu Spencer Rowe à l'événement du 4 juillet chez les Anderson l'été dernier. Lui et K parlait assez longtemps pour que je le remarque. Je n'ai rien dit parce que je ne voulais pas me tromper. J'aurais dû dire quelque chose. J'ai regardé le plafond. Oui, tu aurais dû. Je sais. Une pause. De quoi as-tu besoin de moi maintenant? Rien, mais j'aurais peut-être besoin d'un témoin de moralité plus tard. C'est fait, dit-il. Aucune hésitation. Tout ce dont tu as besoin. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Puis je suis allé vérifier Kaden une dernière fois. Il dormait, un bras pendant du côté du lit, comme il avait toujours dormi depuis qu'il était petit. Je suis resté un instant dans l'embrasure de la porte. Il avait gardé ce secret pendant la majeure partie de l'année, tout seul, essayant de protéger la famille. 14 ans. J'ai fermé sa porte doucement et je suis retourné au travail. 2 jours après le retour de Kaden, Colette est rentrée. Elle est entrée par la porte d'entrée un mardi soir avec 2 sacs de courses et une expression conçue pour projeter la normalité, comme si la scène dans l'allée ne s'était pas produite, comme si tout était simplement en pause et attendait qu'elle reprenne son cours. Elle s'est arrêtée en voyant Kaden à la table de la cuisine faire ses devoirs et quelque chose a bougé derrière ses yeux. « Tu es à la maison », lui dit-elle. « Papa m'a ramené », a répondu Kaden, sans lever les yeux de son travail. Elle m'a regardé. Je me tenais au comptoir avec une tasse de café, la regardant assimiler la chose. « Nous devrions parler », dit-elle. « Nous devrions », ai-je acquiescé. « Kaden, va finir ça dans ta chambre un peu, veux-tu » Il a rassemblé ses livres sans discuter et a disparu dans le couloir. Colette a posé les sacs de courses sur le comptoir et s'est tournée vers moi. Elle avait son calme soigneusement arrangé. Je l'avais déjà vu faire cela lors de disputes, érigeant le mur avant le premier mot ne soit prononcé. « Je veux expliquer », commença-t-elle. « Je vais vous arrêter là, dis-je calmement. Je ne suis pas intéressé par une explication. Je suis intéressé par un accord. » Elle cligna des yeux. Un accord. Des termes simples. Pas de dispute devant Cadence. Pas de perturbation de sa routine pendant que cela se règle. Et j'aimerais que vous parliez au bureau de Dal Whitmore cette semaine pour fixer un rendez-vous. Son calme s'est légèrement fissuré. Vous avez déjà appelé un avocat?
Dès lundi matin, ai-je confirmé. Dal Whitmore. Vous l'avez rencontré. Il a parlé au dîner de sécurité du comté il y a 2 ans. Elle est restée silencieuse un instant, recalculant. Puis elle a dit prudemment, Conrad, je pense que si nous nous asseyions et en parlions comme des adultes, nous pourrions, j'aimerais également résoudre la question du compte d'épargne conjoint, ai-je dit. 19 000 $ sur 14 mois. J'ai les dates et les montants écrits si vous voulez les revoir. La couleur de son visage a changé. Pas de façon spectaculaire. Colette était bonne pour contrôler son apparence, mais je l'avais regardée pendant 16 ans, et je l'ai vue. Cet argent est allé à Spencer Row, ai-je dit. Ou à des choses qui ont profité à Spencer Row. C'est ce que croit mon avocat. Et d'après ce que j'ai trouvé, je suis enclin à être d'accord avec lui. Elle a posé ses mains à plat sur le comptoir. Vous n'avez pas de preuve de cela. J'en ai assez, ai-je dit simplement. Ce qui a suivi était la partie à laquelle je m'attendais, mais que je trouvais toujours instructive à regarder. Elle a pivoté. Colette avait toujours été douée pour pivoter. Quand un angle ne fonctionnait pas, elle en trouvait un autre sans perdre le rythme. Je veux parler de Caden, dit-elle, adoucissant son ton. Je sais que je n'ai pas. Je sais que la situation scolaire n'était pas idéale, mais je pense que nous pouvons trouver quelque chose qui lui convienne le mieux. Je le pense aussi, ai-je dit. C'est pourquoi j'ai déjà demandé à Dal de réclamer le registre des week-ends à Ridgemont. 11 week-ends manqués, Colette. Paul Greer en témoignera si besoin. Cela a eu un impact différent. Elle s'est redressée légèrement. Et pour la première fois de la conversation, elle a semblé sincèrement ébranlée. Ce n'est pas j'avais des raisons. J'en suis sûr, ai-je dit. J'ai gardé ma voix égale, presque agréable. Vous pourrez partager ces raisons avec le médiateur. Elle m'a fixé un long moment. Je la voyais réfléchir. Ce que je savais, à quel point je pouvais bluffer, quelle devait être sa prochaine étape. C'était la version de Colette que j'avais sous-estimée trop longtemps, vive, stratégique, toujours 3 coups d'avance. La différence maintenant, c'est que j'étais aussi en avance. J'aimerais que vous restiez dans la chambre d'amis pour l'instant, ai-je dit, jusqu'à ce que nous ayons quelque chose de formel en place. Je pense que c'est mieux pour Caden que l'un de nous déménage. Elle a pris son sac à main sur le comptoir. Je dois passer un appel. Bien sûr, ai-je dit. Elle est montée à l'étage. J'ai entendu la porte de sa chambre se fermer. Notre chambre, je suppose, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Puis j'ai entendu sa voix à travers le plafond, basse et tendue, ce qui signifiait qu'elle appelait son avocat. Son avocat était une femme nommée Kristen Farlow. Ce que Colette ne savait pas encore, ce qui ressortirait lors du premier échange formel entre les avocats, c'est que Kristen Farlow était au courant de l'affaire. Elle avait fourni à Colette un alibi à au moins 2 occasions documentées, disant à des amis communs que Colette était avec elle les soirs où elle avait en fait été avec Spencer. C'était un conflit d'intérêts. Dal l'avait déjà identifié. Il attendait le bon moment pour le révéler. J'ai rempli mon café, frappé à la porte de Caden et demandé s'il voulait regarder quelque chose après le dîner. Il l'a fait. Nous avons regardé 2 épisodes d'une vieille émission de survie qu'il avait commencé à aimer, et il s'est endormi sur le canapé avant la fin du second. J'ai éteint la télévision et me suis assis dans le silence. Le piège avait été tendu. Colette y était entrée, et je n'avais pas élevé la voix une seule fois. Kurt Dorsey est arrivé de Kellerman Lake un jeudi après-midi. Il s'est présenté à l'improviste, ce qui était typique de lui. Kurt fonctionnait selon son propre horaire et ce, depuis que je le connaissais. Il a frappé 2 fois, est entré quand j'ai ouvert la porte et s'est dirigé directement vers la cuisine comme s'il y avait été hier au lieu d'il y a 4 mois. « Tu as du vrai café ?» a-t-il demandé, ouvrant l'armoire au-dessus de la machine. « 2e étagère, ai-je dit. » Il a trouvé le sachet, a mesuré à l'œil et a lancé la cafetière sans qu'on le lui demande. Je me suis assis à la table. Il y avait quelque chose de presque stabilisateur dans l'ordinaire de la chose. Kurt dans ma cuisine faisant du café comme si le monde n'avait pas changé d'axe. Il a apporté 2 tasses et s'est assis en face de moi. Dis-moi où en sont les choses. J'ai tout exposé. Dal Whitmore travaillait sur les dossiers financiers. La documentation de l'école était arrivée. Kristen Farlow, l'avocate de Colette, avait été officiellement signalée pour conflit d'intérêts,
et Dal s'attendait à ce qu'elle se retire de l'affaire dans la semaine. Colette dormait dans la chambre d'amis et se déplaçait dans la maison comme si elle attendait quelque chose, bien que je ne sois pas sûr de ce qu'elle pensait qui allait arriver. Kurt a écouté tout cela, faisant tourner lentement sa tasse sur la table. Quand j'ai eu fini, il a dit, « Tu tiens mieux le coup que je ne m'y attendais. » Je n'ai pas le luxe de m'effondrer, lui ai-je dit. Kaden est là. Il a hoché la tête. Comment va-t-il? Mieux qu'il ne devrait l'être, ai-je dit. C'est un enfant fort. Plus fort que je ne le pensais. Kurt est resté silencieux un instant. Puis il a dit ce que je pouvais dire qu'il retenait depuis que nous nous étions parlé au téléphone. Conrad, tu m'as demandé pourquoi je ne t'avais pas parlé de Roe à la fête des Henderson. J'y ai réfléchi et je me suis dit que je n'avais rien dit parce que je n'étais pas sûr. Mais ce n'est pas toute la vérité. Il a posé sa tasse. La vérité, c'est que je pensais que tu étais heureux, que les choses allaient bien et je ne voulais pas être celui qui allait tout faire exploser sur une intuition. C'était égoïste de ma part. Il était plus facile pour moi de rester silencieux. Je l'ai regardé de l'autre côté de la table. Kurt n'était pas un homme qui admettait facilement les choses. Il avait passé 30 ans dans les services d'incendie, ce qui ne cultive pas vraiment la flexibilité émotionnelle. Cela lui a coûté quelque chose. Je t'entends, ai-je dit. Et je ne vais pas faire semblant de ne pas être en colère à ce sujet, mais tu es là maintenant. Cela compte pour quelque chose. Il a poussé un long soupir. De quoi as-tu besoin de moi? J'aurais peut-être besoin que tu témoignes de ce que tu as vu dans cette maison. En tant qu'ami, en tant que quelqu'un qui nous a connus tous les deux. Dal pense que le contexte du personnage pourrait être important pour l'argument de la garde. C'est fait, a dit Kurt. Tu n'as même pas besoin de demander. Nous avons bu le café. Il est resté 2 heures et nous avons parlé d'autre chose pendant la majeure partie de ce temps. Sa propriété tardive, une situation d'incendie de forêt à l'ouest qu'il suivait aux nouvelles. L'intérêt de Cadence pour l'ingénierie qui était apparu au dîner la veille. Une conversation normale, le genre que je n'avais pas eu depuis plus longtemps que je ne le réalisais. Après son départ, je suis resté avec ce qu'il avait dit de ne pas vouloir faire exploser les choses. Je l'ai compris, même si cela me frustrait. Les gens ne veulent pas être le messager. Personne ne veut porter cela dans une amitié et le voir atterrir. Mais cela m'a aussi fait penser à la question que Kaden avait posée dans le camion. Si elle nous avait aimés ou si elle attendait juste quelque chose de mieux. Je n'avais pas de réponse claire. Ce que j'avais, c'était une image plus claire de la durée pendant laquelle les choses avaient été brisées sans que je le voie. Un homme qui s'était présenté aux fêtes du 4 juillet. Un schéma de virement qui remontait à 14 mois. Des week-ends où mon fils était assis dans un dortoir parce que sa mère avait mieux à faire. À un moment donné ce soir-là, Colette est descendue. Elle est restée un instant dans l'embrasure de la porte de la cuisine, me regardant lire des documents à table. Kaden dort, a-t-elle demandé. Il y a environ 1 heure, ai-je dit. Elle est entrée et s'est versé un verre d'eau. Elle s'est tenue au comptoir, le dos en partie tourné vers moi. Puis elle a dit doucement, je sais que tu ne vas pas le croire, mais je n'avais pas prévu que ça en arrive là. J'ai gardé les yeux sur les papiers devant moi. Où aviez-vous prévu que cela arrive? Silence. Vous avez mis notre fils dans un internat pour avoir plus de temps avec un autre homme, ai-je dit. Pas fort, pas de colère, juste factuel. C'était un plan, Colette. Ça ne s'est juste pas terminé comme vous l'attendiez. Elle n'a pas répondu. Elle a fini son eau, a posé le verre dans l'évier et est remontée. Je suis resté là 1 heure de plus, parcourant des documents, n'attendant rien en particulier. La maison était silencieuse. Kaden dormait au bout du couloir. J'ai pensé à ce que j'avais dit à Kurt, que je n'avais pas le luxe de m'effondrer. C'était vrai, mais c'était aussi vrai que quelque part sous la discipline et la documentation et la stratégie juridique, il y avait un homme qui avait aimé sa femme pendant 16 ans et ne comprenait que maintenant que la personne qu'il avait aimée était partie depuis longtemps sans le lui dire. J'ai laissé cela reposer pendant exactement 60 secondes. Puis j'ai tourné la page et j'ai continué à travailler. La première audience de garde a été fixée à un mardi de novembre, 6 semaines après que Dal Whitmore ait déposé la requête initiale. La salle d'audience était petite et fonctionnelle, le genre de pièce conçue pour gérer les dégâts des familles sans aucune décoration pour l'adoucir. La juge Patricia Odom a présidé, et dès le moment où elle est entrée,
il était clair qu'elle n'était pas intéressée par le drame. Colette est arrivée avec son nouvel avocat, un homme nommé Gary Flemish, qui avait pris l'affaire après le retrait de Kristen Farlow. Flemish était plus jeune que Dahl, soigné, avec un costume coûteux et l'énergie légèrement impatiente de quelqu'un qui s'attendait à gagner. Il a commencé par établir que Colette était la principale dispensatrice de soins pendant les premières années de Cadence. Précis autant que cela allait. Elle avait été présente, engagée, impliquée. Dahl l'a laissé finir. Puis il a fait monter Paul Greer à la barre. L'administrateur de l'Académie Ridgemont était calme et précis. Il a apporté des registres imprimés, le journal officiel des week-ends de l'école, des entrées horodatées pour chaque demande et annulation remontant au début de l'année scolaire. Il a confirmé que Caden avait été laissé sur le campus 11 des 14 week-ends disponibles depuis septembre. Il a confirmé qu'à plusieurs reprises, Caden avait demandé si sa mère avait appelé. Il a confirmé que les réponses de Madame Ellison aux sollicitations de l'école avaient cité des circonstances familiales non spécifiées. Flemish a contre-interrogé efficacement, essayant d'établir que les week-ends manqués étaient isolés et n'indiquaient pas un schéma. Paul Greer a répondu à chaque question de la même manière en se référant au registre imprimé. Les chiffres ne font pas de commentaires. Puis Dahl m'a appelé. J'avais participé à suffisamment de procédures officielles dans ma carrière en enquête sur les incendies, audiences de responsabilité, affaires de conformité au code pour savoir comment me tenir sur la chaise des témoins. On répond à ce qui est demandé. On ne se porte pas volontaire. On reste neutre. Dahl m'a guidé à travers la séquence des événements, la confrontation dans l'allée, l'appel à Ridgemont, la découverte des virements financiers, la visite pour récupérer Cadence, la conversation avec mon fils dans le camion. J'ai répondu en langage clair, comme je rédigerais un rapport d'incident. Lorsque Flemish a pris le relais, il a essayé un autre angle. Monsieur Ellison, a-t-il dit, n'est-il pas vrai que votre emploi du temps en tant que chef des pompiers du comté vous éloigne fréquemment de chez vous pendant de longues heures? Mon emploi du temps est cohérent et prévisible, ai-je dit. Je suis rentré chez moi la plupart des soirs avant 19h au cours des 11 dernières années. Les dossiers scolaires de mon fils ne reflètent aucune absence, aucun problème disciplinaire et un engagement parental constant de ma part. Et pourtant, vous avez choisi de l'inscrire dans un internat. Ma femme a choisi de l'inscrire dans un internat, ai-je dit. J'avais des réserves. Je me suis fié à elle. Je ne referai pas cette erreur. Flemish a marqué une pause. Il s'attendait soit à de la défensive, soit à de la dérobade. Je ne lui avais donné ni l'un ni l'autre. La juge Odom a posé quelques questions directement sur l'arrangement de vie actuel de Caden, sur son statut scolaire, sur le fait qu'il ait exprimé une préférence. Dahl avait déjà soumis une brève déclaration d'une conseillère familiale qui avait rencontré Caden 2 fois au cours des 2 dernières semaines. La déclaration notait que Caden avait exprimé une préférence claire pour rester avec son père et le désir d'être transféré dans une école locale. Le juge n'a pas statué ce jour-là. Elle le faisait rarement lors des premières audiences, mais elle a ordonné un examen formel d'un tuteur à toquer à demander des documents supplémentaires à l'école. Dans le couloir après, Dahl était mesuré mais direct. Cela s'est bien passé. Greer a été solide. Votre témoignage était clair. Flemish n'a rien obtenu. Et Colette, ai-je demandé. Elle aura son tour de témoigner à la prochaine audience. Flemish la préparera. Il a fait une pause. Il y a aussi quelque chose que vous devriez savoir. Le dossier financier, la demande de dissipation d'actifs, a été repris par le département de conformité de son employeur. J'ai reçu un appel ce matin. Il mène un examen interne. Je m'attendais à cela finalement. Comment cela nous affecte-t-il? Cela ne change pas notre cas, a dit Dahl, mais cela change considérablement sa position. Un examen de faute financière sur son lieu de travail, combiné à la situation de la garde, va la mettre sous une pression considérable pour qu'elle règle plutôt que de continuer à plaider. J'ai hoché la tête. Nous sommes sortis dans l'air froid de novembre et je suis resté un instant sur les marches du palais de justice. De l'autre côté du parking, Colette montait dans une voiture avec Flemish, parlant à voix basse, sans me regarder. Elle avait 2 ans de planification. Elle avait arrangé l'école, géré l'argent, maintenu sa double vie sans accroc. Elle était intelligente et prudente, et elle croyait sincèrement qu'elle avait une longueur d'avance. Ce qu'elle n'avait pas pris en compte, c'est que l'homme qu'elle gérait tout ce temps était quelqu'un qui trouvait des choses pour gagner sa vie.
Je suis rentré chez mon fils. Les parents de Colette sont venus de Knoxville un samedi matin de la mi-novembre. Je ne les avais pas appelés. Elle l'avait fait, mais je savais qu'ils venaient parce que Caden l'avait mentionné au petit déjeuner, ce qui signifiait que Colette leur avait dit sans me le dire d'abord. Petite manœuvre, du genre à me faire sentir comme un étranger dans ma propre maison. Je n'ai pas réagi. J'ai préparé des œufs, versé du café, et quand Léonard et Barbara Voss sont arrivés dans l'allée à 10h15 dans leur Buick Bordeaux, je suis sorti les accueillir. Léonard avait 71 ans, ingénieur civil à la retraite, un homme qui construisait des choses pour gagner sa vie et avait des opinions bien arrêtées sur la façon dont elle devait tenir. Barbara avait 68 ans, plus douce dans ses manières, mais plus perspicace que la plupart des gens ne le pensaient. J'avais toujours été d'accord avec les deux. Cela rendait la situation plus difficile. Léonard m'a serré la main. Sa poignée était ferme, comme toujours. Il l'a tenue un battement plus longtemps que d'habitude et m'a regardé fixement. Conrad, dit-il. Léonard, Barbara. Je lui ai fait un signe de tête. Entrez. Nous nous sommes assis dans le salon. Tous les quatre, plus Caden, qui a dit bonjour puis a disparu discrètement dans sa chambre, comme les adolescents le font quand ils sentent que les choses sont compliquées. Colette était assise à l'extrémité du canapé. Je me suis assis dans le fauteuil. Léonard et Barbara ont pris les deux sièges en face de nous comme s'ils arbitraient quelque chose. Personne n'a rien dit pendant un moment. Puis Léonard s'est penché en avant, les coudes sur les genoux. Conrad, dit-il. J'aimerais entendre ce qui s'est passé de votre bouche directement. Colette a commencé à parler. Léonard a levé une main sans la regarder. J'ai demandé à Conrad. Je lui ai donné les faits. Pas tous. J'ai omis les détails financiers et les procédures légales parce que ce n'était pas leur affaire. Mais je lui ai parlé de l'allée, de ce que j'avais trouvé concernant Caden et les week-ends manqués, de la situation entre Colette et moi. J'ai gardé ma voix égale. Je n'étais pas là pour poursuivre leur fille devant eux. Quand j'ai eu fini, Léonard s'est rassis. Il a regardé Colette. Ce qu'il a dit est-il exact? Elle est restée silencieuse un instant. C'est compliqué. Je n'ai pas demandé si c'était compliqué, a dit Léonard. J'ai demandé si c'était exact. Un autre silence. Puis Colette a dit doucement, dans les grandes lignes, oui. Barbara n'avait pas encore dit un mot. Elle me regardait avec une expression que je ne pouvais pas entièrement déchiffrer. Pas hostile, pas sympathique, juste tout absorbant. Léonard a expiré lentement. Nous n'allons pas prendre parti là-dedans, a-t-il dit. Vous êtes tous les deux adultes. Tout ce qui s'est passé entre vous est à vous de le résoudre. Il a fait une pause. Mais je veux dire quelque chose, et je le dis devant vous deux pour qu'il n'y ait pas de confusion plus tard. Il m'a regardé. Tu as été un bon gendre, Conrad. Et d'après ce que je peux voir, tu es un bon père en ce moment. Je respecte ça. Puis il a regardé sa fille. Il ne lui a rien dit un instant. Il a juste regardé. Quoi qu'il se soit passé entre eux dans ce silence, je n'en faisais pas partie. Puis il s'est levé, a fait signe à Barbara et a dit qu'ils aimeraient voir Caden avant de se diriger vers l'hôtel. Ils sont restés 2 heures. Je leur ai laissé de l'espace avec Caden, j'ai profité du temps pour parcourir des papiers dans la cuisine. Quand ils sont partis, Barbara s'est arrêtée à la porte d'entrée et a posé brièvement sa main sur mon bras. « Prends soin de ce garçon », a-t-elle dit. « C'est le plan, lui ai-je dit. » Cette nuit-là, après que la maison se soit tue, Colette a frappé au chambranle de la porte de la cuisine. Elle se tenait là, les bras croisés. « Mon père te respecte, dit-elle. » Il n'y avait aucune amertume, juste un constat plat. « Léonard est franc, dis-je. Il l'a toujours été. Il ne m'a pas défendu. » « Non, dis-je, il ne l'a pas fait. » Elle est restée là un autre instant. Puis elle a dit quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Je sais que ce que j'ai fait à Caden était mal, avec l'école. Je le savais quand je le faisais. Elle a fait une pause. J'ai juste. Je me suis convaincu que ça allait. Je l'ai regardé de l'autre côté de la cuisine. Il était assis dans ce dortoir, demandant si vous aviez appelé. 11 week-end. Elle n'a pas répondu. Elle est montée à l'étage. Je suis resté à table jusqu'à minuit, puis j'ai vérifié Caden,
éteins les lumières et suis allé me coucher. Sa famille n'avait pas choisi de camp. Ils avaient fait quelque chose de plus utile. Ils avaient vu clairement et ils l'avaient dit à voix haute. Décembre est arrivé, froid et rapide. Dal Whitmore m'a appelé un lundi matin avec 2 nouvelles. La première était attendue. Kristen Farlow s'était formellement retirée du dossier de Colette suite à la détermination de conflit d'intérêts. Gary Flemish gérait désormais tout, ce qui signifiait que Colette avait perdu son avantage interne. L'ami qui connaissait l'histoire des 2 côtés et pouvait l'aider à façonner le récit. Flemish était compétent, mais il travaillait sans contexte. La deuxième nouvelle était moins attendue. Spencer Rowe, a dit Dal, a mis fin à tout contact avec votre femme. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Quand? D'après ce que nous entendons à travers le tableau financier, les virements ont cessé il y a environ 3 semaines. Notre enquêteur a également confirmé qu'il n'est plus joignable au numéro qu'elle utilisait pour le contacter. Elle sait pourquoi. Elle ne connaît peut-être pas encore la raison complète, a dit Dal avec prudence. Mais je m'attends à ce qu'elle le découvre sous peu. Elle l'a découvert un mercredi. Je n'en ai pas été témoin direct, mais je l'ai entendu clairement depuis la chambre d'amis, d'abord à voix basse et contrôlée, puis avec une tension qui traversait le mur. Un appel téléphonique qui a duré 11 minutes. Quand il a pris fin, la maison est restée complètement silencieuse pendant un long moment. Je lui ai laissé de l'espace. Je n'avais pas l'intention de lui en faire reproche. J'avais des choses plus importantes à gérer. Mais 2 semaines plus tard, Kirk m'a appelé. Il avait entendu quelque chose par l'intermédiaire d'une connaissance mutuelle de l'ancien réseau des pompiers du comté. Les gens parlent en petit cercle et Spencer Rowe était apparemment passé à autre chose avec une rapidité considérable. Il voyait quelqu'un de nouveau, une femme nommée Deborah Hay, mariée, vivant dans le comté de Stanning, une connaissance périphérique de Colette lors d'un événement caritatif 2 ans auparavant. J'ai réfléchi à cette information pendant une journée avant de décider quoi en faire, ce qui était de ne rien faire. Ce n'était pas mon combat. Ce que cela m'a dit, c'était quelque chose que je soupçonnais déjà. Spencer Rowe n'était pas amoureux de Colette. Il avait l'habitude d'elle. Et quand l'habitude est devenue gênante, il en a trouvé une nouvelle. Colette a découvert Deborah Hay par elle-même, par les mêmes canaux sociaux qui finissent par tout révéler. J'étais dans le garage à changer l'huile de mon camion quand elle est apparue dans l'embrasure de la porte. Elle est restée là un instant sans parler. Tu savais, a-t-elle demandé finalement à propos de la nouvelle femme. J'ai levé les yeux. J'ai entendu quelque chose il y a environ 2 semaines. Et tu ne m'as rien dit. Colette, ai-je dit prudemment, tu n'es plus ma responsabilité depuis un moment. Elle a assimilé cela. C'est quelqu'un que je connais. Je sais, ai-je dit. Elle est restée là un instant de plus. Je m'attendais à de la colère contre lui, contre moi, contre la situation. Ce qui est venu à la place était quelque chose de plus calme et de plus difficile à regarder. Pas de la peine exactement, plus comme l'humiliation spécifique de réaliser que l'on a démantelé quelque chose de réel pour quelque chose qui n'allait jamais tenir. Il n'en valait pas la peine, a-t-elle dit. Pas à moi, plus à elle-même. Je n'ai pas répondu à cela. Je suis retourné au filtre à huile. Elle a quitté l'embrasure de la porte. J'ai fini le travail, me suis nettoyé les mains et suis resté là dans le garage froid un instant, pensant à 16 ans. Les premières années, quand les choses avaient été bonnes. Les années du milieu, quand j'avais été trop occupé pour remarquer la lampe des rives. Les 2 dernières, quand j'avais été aveugle à quelque chose qui était juste devant moi. Rien de tout cela n'a changé ce que je devais faire maintenant. L'évaluation de Dal était que la position de négociation de Colette s'était considérablement affaiblie. L'examen de la mauvaise conduite financière sur son lieu de travail s'était élargi, ce qui signifiait qu'elle était sous pression de 2 côtés simultanément. Il s'attendait à ce qu'elle se dirige vers un règlement avant la prochaine date d'audience. Elle l'a fait. Son avocat a contacté le bureau de Dal un jeudi après-midi et a demandé une conférence de règlement. J'ai dit à Dal de l'organiser. Je n'allais pas me battre pour le plaisir de me battre, mais j'allais sortir de cette conférence avec mon fils, mes finances intactes et ma vie orientée dans une direction que j'avais choisie. Spencer Rowe était parti le premier. C'était la meilleure chose qu'il m'ait jamais faite, même s'il l'avait fait entièrement pour lui-même. Le règlement a été conclu la 2e semaine de janvier. Dal avait prédit que Colette agirait rapidement une fois que l'examen sur le lieu de travail s'élargirait, et il avait raison.
L'enquête sur l'inconduite financière de son entreprise ne lui avait pas coûté son emploi. Pas encore. Mais cela lui avait coûté son influence, sa crédibilité et tout appétit restant pour une longue bataille judiciaire. Elle a obtenu la voiture, son compte de retraite et une partie de l'épargne conjointe. J'ai obtenu la maison, la garde principale de Caden et le retour de 14 200 $ des virements contestés. Le reste a été jugé trop difficile à retracer sans un audit médico-légal formel qui nous aurait coûté à tous les deux plus que ce que cela valait. Dahl a qualifié cela de bon résultat. J'ai appelé à la ligne de départ. Colette a déménagé un samedi. Elle a eu de l'aide. 2 femmes que je ne connaissais pas et un camion de location. J'ai emmené Kate au magasin de bricolage ce matin-là, puis au déjeuner, puis à un magasin d'articles de sport où il avait repéré une veste particulière depuis 2 mois. Nous sommes rentrés en début d'après-midi dans une maison qui semblait différente, plus légère en quelque sorte, comme si un système de pression avait enfin bougé. Cadence se tenait dans le couloir d'entrée et regardait autour de lui. Il n'a rien dit pendant un moment. Puis il a dit, ce ne sera toujours que nous pour un certain temps. Je lui ai dit, oui. D'accord. Il y a réfléchi sérieusement, comme il considérait la plupart des choses. Ouais, dit-il. Je pense que oui. Nous avons passé le reste de la journée à réorganiser. Il a gagné son bureau près de la fenêtre au lieu de le mettre contre le mur. Nous avons déplacé une étagère d'une pièce de rechange dans la sienne. J'ai commandé une pizza pour la 3e fois ce mois-là et nous l'avons mangée debout au comptoir de la cuisine, parlant de savoir s'il voulait finir le semestre à Ridgemont ou être transféré à Franklin High en février. Il a choisi Franklin High. Les formalités d'inscription ont duré 1 semaine. Son premier jour était un lundi à la mi-février. Et je l'ai conduit moi-même, ce que je n'avais pas fait depuis qu'il avait 10 ans. Il était silencieux sur le chemin nerveux, même s'il ne le dirait pas. Je me suis garé devant l'entrée et il a attrapé son sac. « Tu vas bien t'en sortir », lui ai-je dit. Il m'a donné le demi-hochement de tête qui signifiait qu'il savait que j'avais raison, mais qu'il n'était pas encore prêt à l'admettre, et il est sorti. Je l'ai regardé franchir les portes d'entrée sans se retourner. C'était une bonne chose. Cela signifiait qu'il allait de l'avant. Kirk est passé ce soir-là avec un pack de 6 bières et nous nous sommes assis sur la véranda arrière même s'il faisait assez froid pour que l'on puisse voir notre souffle. Il a demandé ce que ça faisait d'avoir la maison pour nous. Plus calme, ai-je dit, mais le bon genre de calme. Il a hoché la tête et a ouvert sa bouteille. Tu as bien agi avec cet enfant, Conrad. Je fais mon travail, ai-je dit. C'est tout. C'était vrai. Et pour la première fois depuis longtemps, le travail me semblait gérable. 8 mois après le déménagement de Colette, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Il s'est avéré que c'était une femme nommée Janet Reeves, coordinatrice de la sécurité incendie auprès du Conseil d'assurance de l'État. Elle avait trouvé mon nom par le biais d'une recommandation professionnelle et voulait discuter d'un arrangement de conseil pour l'examen de propriété commerciale à travers le comté, à un tarif trimestriel considérablement meilleur que mon salaire du comté. J'ai dit que j'y réfléchirais. J'y ai réfléchi pendant 2 jours et j'ai dit oui. Ce n'était pas un changement spectaculaire, mais c'était le mien. Quelque chose que j'avais construit sans l'avis ni l'ingérence de qui que ce soit d'autre, à partir d'une recommandation qui venait du fait que j'étais bon dans ce que je faisais. Caden s'épanouissait à Franklin High au printemps. Il a rejoint le club d'ingénierie, s'est fait 2 amis que j'avais réellement rencontrés, et a commencé à parler de l'université avec une spécificité qui me disait qu'il pensait sérieusement à son avenir pour la première fois. Ses notes avaient augmenté. Il dormait dans son propre lit, dans sa propre chambre, chaque nuit, et descendait le matin pour se préparer son petit déjeuner comme une personne qui se sentait à sa place. L'examen du lieu de travail de Colette s'est conclu en mars. Elle n'a pas été licenciée, mais elle a été officiellement réprimandée et mutée à un poste sans supervision. J'ai appris cela par Kurt, qui l'a appris par un contact mutuel. Je n'ai pas demandé de détails. Quelles que soient les conséquences qu'elle a subies, c'était entre elle et les choix qu'elle avait faits. Spencer revoyait toujours Deborah High, d'après les quelques informations qui filtraient via le réseau de Kurt. Quant à savoir si cette situation allait durer, je n'avais pas d'opinion. J'avais assez à gérer sans suivre l'orbite d'un homme qui n'avait jamais valu mon attention en premier lieu. Colette et moi n'interagissions que lorsque Caden était impliqué, événements scolaires, remises occasionnelles. C'était civil, parfois presque confortable,
comme les choses le deviennent lorsque les disputes sont terminées et que vous avez tous deux accepté le paysage. Un soir, fin septembre, j'étais assis sur la véranda arrière après le dîner, écoutant le quartier s'apaiser, quand Cadence est sorti et s'est assise sur l'autre chaise. Il tenait son téléphone à la main mais ne le regardait pas, il était juste assis. Au bout d'un moment, il a dit, « J'ai pensé à ce que tu m'as dit dans le camion ce jour-là, quand tu m'as ramené. » « Quelle partie ?» ai-je demandé. Que rien de tout cela n'était de ma faute. Il a fait une pause. Je crois que je le crois vraiment maintenant. Je l'ai regardé. Il avait presque 15 ans. Et il ressemblait à lui-même. Pas la version prudente et réservée qui était rentrée de Ridgemont, mais la version réelle, celle qui attendait sous tout ce temps. Bien, ai-je dit. C'est là que cela doit être. Nous sommes restés assis là jusqu'à ce que la lumière disparaisse. J'ai pensé à la nuit d'octobre où j'étais rentré chez moi pour trouver une Audi noire dans mon allée et une femme qui m'avait dit de rentrer. J'ai pensé au choix que j'avais fait à ce moment-là. Ne pas me battre, ne pas m'effondrer, mais prendre du recul, faire le bilan et faire le travail qui devait être fait. J'avais passé 19 ans à lire des scènes, à lire ce qui n'appartenait pas, à trouver ce qui allait mal, à y arriver avant que les dégâts ne soient faits. J'étais en retard à celle-ci, mais j'y étais arrivé. Et assis sur cette véranda avec mon fils à mes côtés, regardant la dernière lumière quitter le ciel, je savais avec certitude que ce que j'avais gardé de l'épave était la seule chose qui avait jamais vraiment compté.